Voilà qui est annoncé, voilà qui donc plante le décor, mesdames, messieurs. Parfois, des drames énormes, indicibles se passent, se produisent quand, à l'âge adulte, un être humain, une personne se rend compte, découvre que son géniteur, ou du moins celui qu'il a pris comme tel jusque-là, n'est pas son vrai père. Alors, comment réagir? Nos invités sont sur ce plateau déjà. Nous avons Pépé Hamzat Maliki Tidjani. Bonjour Pépé. Bonjour monsieur les journalistes. Comment allez-vous? On rend grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. En face de Pépé, mesdames, messieurs, nous avons monsieur Raoul, je dirais plutôt Maître Raoul Hongwedi. Il est avocat. Maître, bonjour. Bonjour chers amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je suis honoré. Alors, dites-nous, je vais commencer par Pépé Maliki, vous qui êtes d'un âge certain, qu'est-ce qui peut amener une situation où la femme, puisque généralement c'est d'elle qu'il s'agit, cache le vrai père à son enfant jusqu'à ce que ce dernier ne devienne adulte? Il y a plusieurs facteurs. Celui qu'on voit le plus souvent, c'est que, bon, peut-être que le papa n'a pas reconnu déjà la grossesse, à plus forte raison l'enfant, c'est souvent des cas comme ça. Ou bien que, bon, on voit que ce n'est pas quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, supporter une telle charge. Et ça se passe comme ça. Ou bien que les parents même de la fille peuvent dire, bon non, tu ne peux pas avoir celui-là comme époux. Et parfois, déjà en état de grossesse, on lui dit soit va sauter la grossesse, et quand la fille elle se pose, elle va remettre la grossesse à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais vous avez certainement, vous êtes une personne de 3e âge, vous avez eu à assister à des cas où c'est à l'âge adulte que l'enfant, soit lui-même, découvre qui est son vrai père, c'est-à-dire son géniteur, ou bien c'est à l'âge adulte qu'on, par une situation, il découvre que oui, celui qu'il a toujours pris comme le papa n'était en réalité pas son papa. Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Oui, ce qu'il y a, c'est que l'enfant est un peu tourmenté. Bon, il ne sait pas celui qu'on lui présente maintenant comme papa, comment est-ce qu'il va l'appeler? Est-ce qu'il va l'appeler papa? Il va l'appeler tonton? Bon, il y a ce problème-là. Et puis, bon, l'affection qu'il avait déjà pour l'autre, bon, ce serait difficile, n'est-ce pas, de pouvoir développer la même affection avec la nouvelle personne qu'il vient connaître maintenant. Mais si, entre-temps, il s'était attaché à celui qu'on lui a présenté comme étant son père, est-ce que ça peut l'amener à renier celui qu'on vient de lui révéler comme étant son géniteur, ou bien il accepte comme ça et continue? Il peut accepter comme il peut renier. Ça dépend de ce qu'on lui a présenté au départ. Comment est-ce que sa maman lui a présenté celui qui serait son vrai géniteur. D'accord. Ça dépend de ces facteurs. D'accord. Alors, Maître Hongwedi, Pépé a évoqué quelques facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on ait caché à un enfant l'identité de son vrai père. Quand des situations du genre arrivent, quelles peuvent être les implications au plan juridique? Merci. Déjà, vous me permettrez d'ajouter à la liste présentée par notre père sur le plateau. Il ne faut pas exclure l'hypothèse de la femme mariée, mais qui emménage comme un adultère. C'est l'un des cas également où on se retrouve avec des enfants qui finalement découvriront à un moment donné que celui qu'ils ont toujours pris comme père n'était pas le vrai père. Parce que imaginez bien une femme légalement mariée qui se retrouve à avoir une relation extra-conjugale de laquelle une grossesse survient. C'est souvent très compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible pour elle de venir dire à son époux j'ai contracté une grossesse dehors. Et la famille, quand on regarde tous ces paramètres, le choix est vite fait de coller ou de donner à l'époux frais du moment l'enfant. Et quand ça passe,
l'enfant est né, il a une identité, il a un père officiel, il grandit avec cette famille-là. Et la femme garde cela secret. Il y a des cas où c'est à 30 ans, 40 ans parfois sur le lit au seuil de la mort, que la mère informe son enfant que voilà, en fait, celui-là n'est pas ton père, ton vrai père. Si tant est qu'elle a décidé de garder le secret et d'y aller, de vivre comme ça, qu'est-ce qui oblige finalement cette femme à révéler l'identité du vrai père disons, à l'enfant? Rassurez-vous, la vie c'est un long chemin, dit-on. Et il y a des paramètres de certaines situations qu'on ne peut pas appréhender forcément avec l'aspect juridique ou l'aspect normal des choses. Mais une chose est constante, il paraît que face à la mort, on fait son bilan. Et il y a des choses qu'on ne peut pas emporter, il y a des réalités qu'on n'emporte pas dans l'au-delà, paraît-il, de ce que j'ai entendu. Garder cela secret, c'est un poids sur la conscience. Déjà, imaginez que pour cette femme, faire ce choix au départ n'est certainement pas aisé, ce n'est certainement pas un jeu. Il a manqué le courage au départ, la réalité s'est imposée, et quand on a assumé, quand on a vécu avec ça, on finit par s'y faire. Maintenant, au moment de faire le bilan de sa vie, souvent, il paraît qu'il faut essayer de réparer ce qu'on peut avant de partir. Ça peut expliquer donc que ce soit parfois au seuil, je vous dis, à la dernière limite même de la mort, qu'on finit par révéler ces choses-là. Bien évidemment, ce n'est plus pour la mère que le problème se pose. C'est pour l'enfant qui découvre, qui apprend cette réalité, comme vous le dites si bien, à un certain âge de sa vie. Vous imaginez qu'on a construit toute une existence. On a été à l'école, on a fait tous ces diplômes, on a fait toute sa vie, on est connu sous cette identité. On a même sa famille à soi. Mais je vous dis, vous êtes tout, vous êtes connu comme tel. Et puis voilà, on vous dit un matin, non mais tu as vécu une fausse vie jusqu'à présent, il faut tout recommencer. Bon, là encore, il faut prendre deux hypothèses. Il y a nos réalités locales qui font que certaines familles, on vous dira que notre enfant ne reste pas ailleurs. Et cet enfant, tant qu'on n'a pas donné la vérité, eh bien, sa vie est troublée, elle est perturbée, il faut forcément remettre les choses à l'endroit. Dans certains cas, c'est ça. Donc la mère même est quasiment obligée de dire finalement non, ce n'est pas le vôtre, c'est plutôt l'enfant de tel. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, non, ça n'a rien à voir, c'est qu'au bout d'un parcours, la mère même dit, bon, il faut quand même remettre les choses à l'endroit. En ce moment, il faut dire la vérité. Alors, l'enfant qui découvre ça, convenez avec moi, si vous avez 30 ans, 40 ans et qu'on vous révèle, vous regardez tout votre parcours et vous réalisez que votre vie va reprendre quasiment à zéro. Il faut donc, si vous décidez, parce que comme l'a dit Pépé tout à l'heure, c'est deux hypothèses encore. Est-ce que j'assume l'histoire telle qu'elle m'a été donnée, telle que j'ai vécue, telle que je suis aujourd'hui, et donc je reste avec cette identité? Là, une petite marge, c'est qu'il faudra que celui connu comme géniteur ou comme père, jusqu'en ce moment-là, collabore et participe au jeu pour accepter que bon, c'est pas mon enfant, je dirais mon enfant. Effectivement, il y a aussi sa réaction qui compte. Ben forcément, parce que s'il est vivant, c'est un acteur. Et s'il n'est pas vivant, sa famille est là, ce sont des acteurs du jeu. Parce que celui-là porte leur nom et a porté leur nom jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il continue, on lui laisse le droit de continuer à porter ce nom tout en n'étant pas réellement notre enfant? Ou bien, lui maintenant décide, bon, je veux quand même redevenir ce que je devais être. Auquel cas, il faut retourner à la famille originelle, donc il faut changer de nom. À qui revient alors cette décision de changer de nom? Est-ce que c'est à l'enfant ou bien celui qu'on lui a toujours présenté comme son père et qui ne l'est pas et qui peut-être aussi vient de découvrir justement la vérité à cet âge-là? Est-ce que c'est lui qui demande que l'enfant change de nom et porte son identité, la vraie? Là encore, il faut prendre les hypothèses ou il faut prendre les cas. Déjà, si je reste dans la dynamique ou dans le cadre strict que vous avez énoncé, qui est que c'est à l'âge adulte que vous découvrez, nous épargnons d'office le cas des mineurs. Parce que si c'est les mineurs, évidemment, on dit que le mineur n'a pas de volonté réellement. Donc lui, c'est les parents qui vont choisir et décider encore pour lui. Donc si on dit que c'est les majeurs, déjà celui qui est majeur, c'est lui qui a le premier mot. Est-ce que je reste ce qu'on m'a dit que je suis jusqu'à présent? Ou bien est-ce que je refais vraiment mon identité? Lui, il décide d'abord, s'il est majeur. Quand il prend cette décision, maintenant, je vous ai dit, pour celui dont il a porté l'identité jusqu'à présent, mais qui n'est pas le géniteur, eh bien, son avis est nécessaire s'il est vivant. Parce qu'il faut, lui, il se retrouve aussi face à une réalité. J'ai nourri, j'ai aimé, j'ai construit cet enfant, j'ai éduqué. Voilà comme il dit qu'il n'est pas le mien. Il faut d'abord être d'un certain niveau de courage, je vais dire, de hauteur d'esprit, pour intégrer d'abord cette réalité et ensuite prendre la décision relative à la suite. Est-ce qu'il continue de porter mon nom? Auquel cas, j'assume. Est-ce que dans ces conditions, face à l'aveu de la femme,
l'avis du père, qui a toujours supporté l'enfant, est-ce que ce n'est pas un avis consultatif? Est-ce qu'il a une volonté de s'affirmer et de dire non, je veux que cela se passe comme ça, si la mère dit l'enfant là n'est pas pour toi? Oui, convenez avec moi que si vous avez pris soin de quelqu'un 30 ans, qu'on vous dise que vous n'avez aucun droit, que vous ne pouvez rien dire, ce serait violent, ce serait, je dirais, à la limite inhumain. Non, il n'est pas le père, mais forcément, avec tout ce qu'il a donné comme soin, amour et autres à cet enfant, il a forcément son mot à dire, son mot compte. Et son avis compte. D'autant plus que je dis c'est son nom que l'enfant porte. Alors, déjà, du fait que ce soit son nom, son mot forcément va compter. Est-ce qu'il est d'accord pour que cet enfant continue de porter son nom, malgré qu'on lui dise aujourd'hui qu'il n'est pas le sien? Son avis compte. Deuxièmement, même si l'enfant dit « je veux changer le nom », mais lui, il peut dire non, je veux qu'il garde mon nom. Et se battre pour que l'enfant garde son nom. C'est bien sûr. Et la justice peut lui concéder. Le combat se fera. Le juge qui va recevoir, si tant est qu'on va au tribunal, les parties seront écoutées. Chacun fera valoir ses droits et ses moyens. Et le juge tranchera. Nous sommes restés un peu du côté de l'homme, qui est l'homme sexe masculin, qui découvre à l'âge adulte que son vrai père n'était pas le vrai en réalité. Mais si c'est une femme qui a été éduqué, élevé, et puis vient le moment où il faut lui donner, il faut faire la dot par exemple. C'est juste une image que je prends. Et c'est à ce moment précis qu'apparaît l'histoire du vrai géniteur. Qui doit prendre la dot? Vous savez, nous sommes en Afrique, particulièrement au Bénin. Bon, et dans les cas, n'est-ce pas, de mariage, n'est-ce pas, on dit toujours qu'il faut aller donner la dot chez le papa, donc c'est le géniteur. Est-ce que vous voyez? Bon, quand c'est en ce moment que ça apparaît, c'est très délicat. Parce que on peut avoir un tuteur et puis on va dire, bon, c'est le tuteur qu'il faut aller donner la dot parce que tout le temps, c'est lui qui a toujours gardé l'enfant, il a fait les dépenses, etc. Mais quand c'est un cas pareil, c'est déjà un peu délicat. Il faut que, disons, je vais dire, les deux hommes puissent s'entendre pour qu'on puisse accepter que, bon, c'est à tel endroit qu'il faut aller faire. Mais au cas où le vrai géniteur, c'est-à-dire le géniteur, le père biologique, au cas où c'est lui qui dit il n'y a rien à faire, on ne fait pas la dot dans notre famille, on ne fait pas la dot ailleurs, c'est chez moi que cela doit se faire. L'autre père, il se soumet ou bien il fait comment? Non, c'est le beau-fils qui a des problèmes. Ah oui. C'est le beau-fils qui a des problèmes. Il se retrouve dans une guerre. Voilà. Il est qui n'est pas la sienne apparemment. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lui, bon, est-ce que c'est un truc, c'est un plaisir. Bon, mais si le plaisir amène à, n'est-ce pas, des déchirements. Des déchirements, bon, vraiment. Il abandonne carrément et puis il laisse. Oui, bon, tout compte fait, il laisse. Il laisse, bon, peut-être, bon, selon, avec sa femme, peut-être qu'ils vont trouver un terrain pour pouvoir décanter la situation. Est-ce que, bon, nous sommes aujourd'hui. Et la science a bien développé. Bon, peut-être qu'on peut chercher de ce côté-là, si, bon, vraiment... ce que dit la mère est vrai. Oui, ce que dit la mère est vrai. Bon, comme l'a dit Maître Ongoyi tout à l'heure, bon, s'il faut aller à la justice, tout et tout, bon. D'accord, très bien. Alors, que pensent les concitoyens de ce sujet de découverte du père à l'âge adulte? Eh bien, écoutons-les. Eh bien, c'est une nouvelle très choquante d'abord. Ça fait beaucoup réfléchir. Et il faut vraiment réfléchir au nombre d'années de mensonges que vous avez vécu et tout ça. C'est pas une nouvelle qui est facilement digérable. Essayez d'abord de connaître la vérité et puis comprendre les circonstances et voir comment agir après. Asasi jurokoro. Asasi jurokoro. No debu mero fine ya. Papa koko we kemi bonso.
Bon kodo o amu paternel on kodo ni. Bon ayi yoyo ton nu wa mo mo fe o taun. Donc yo wa ko kemi sin pe bi ka bon so. Bon ajo de me de ocho na do wan ni na fe o pe de. Na fe o pe de. No ene ko da ho yin bo. Mi na no mi me no le na no cho mi le ro ko ni kon ta mo mo a. Fi na ku tu pan kon mi sa ma tun. Do mi ko je ko e me. Gbẹ́dọ̀ nkulan jo do na san ye me bi kan. Do na tun e we dran mi. Bo tọ́jú mi kaka bon sun. Ton kon si jo ye me wele do a. Ye me wele je na do. Nlo ka mo sin. Mo je no blo sin. Ni e si chete. Mo blo mo kaka e gbedian. To de sure so aku me e wa nda ni. Wa ku. Ade no yoro ai. Ene e jabi blo gbe ni. Do we ne no e do na tun fi e ko yo ta. Faute de men we vi ton ne maman ni faute. Do maman we no tun men do ho ni. Ni ele agosin fi bo idon. Ele wuzu wan mo le wudu ton. Ndo po le bone. Envy on a blog mo. Men de ton ton ti pe bi karabo e ko su. Ba do ton ni. Era mbe mo. No vi o te wa igbe ni on. Na yin wan men de ton de a. Na yin wan to e do ton we. O te to academy so jo men de ton na yi. Mvudu ade. Men to che odi. Tu me la vi on a no mo. No che kuru gbe o. Na ino chego do me de mlanyo e no to me mo ho na ino chego nkana ze zingidia nkana la ze ko mesisi na igoto bona kan ho bie bona doye e na donu nu e donu mi o nu mate to ku yogbe ya e he no de famille o na iku yogbe nu makate he no de famille na cambio bona balika kabo ikuyogo bona donye de gesi nu donye de gesi ba ho kweneti o na zaiha o minado mindele mo minado ko dowe minado contact mindele ton mono yido mindewe nkana se minde ova won na do aiha we me wele tete. Voilà, c'était là la Vox Pop, la réaction de quelques citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est vrai, c'est pas facile d'accepter que ce soit à l'âge adulte, lorsqu'on est déjà devenu grand, qu'on n'ait pas bénéficié de l'amour de son géniteur, que devenu grand, on vous le présente comme celui qui est votre réel père. Maître Onkwedji l'a dit tout à l'heure, ce dossier peut être porté devant la justice, mais généralement quand ça se passe comme ça, lorsque l'enfant décide par exemple de ne pas reconnaître son géniteur, pour l'amour qu'il a eu à développer, pour celui qu'il a élevé, celui qu'on lui a présenté comme étant son père, lorsque l'enfant décide de ne pas reconnaître son vrai géniteur, est-ce que ce géniteur peut avoir des situations qui pourraient amener la justice à infléchir la position de l'enfant? Déjà, je reviens sur ce que nous disions tantôt parce que le sujet me semble être beaucoup plus large. Oui. Nous avons imaginé une seule hypothèse tout à l'heure, au départ. Imaginez que l'enfant adulte qui apprend que son géniteur qu'il connaît n'est pas le vrai géniteur. Imaginez comment il apprend lui-même a déjà engendré d'autres enfants. Oui. Vous voyez bien qu'on s'étend dans une autre génération. Tous ces enfants à lui portent déjà le nom qu'il portait. Et voilà. Donc, vous voyez que ça peut devenir... Il est obligé de changer... C'est ça, ça peut devenir très complexe parce que si lui décide de changer le nom, il faut forcément que ses propres enfants changent de nom à leur tour. Première chose. Parce que les enfants changent de grand-père. Forcément. Deuxième chose, pour revenir à votre préoccupation de tout à l'heure, il faut prendre les situations au cas par cas. En se demandant d'abord pourquoi le vrai père n'a jamais été présenté comme le vrai père. Parce qu'il peut être le vrai père n'avoir jamais su qu'il a eu un enfant avec cette dame. Si on ne l'a pas informé. Donc c'est la femme qui sait que c'est lui et qui vient dire plus tard, mais c'est lui. Est-ce qu'on peut reprocher à ce monsieur qui a eu un enfant qu'il n'a jamais su
qui finit par découvrir qu'il a un enfant, de vouloir reconnaître cet enfant. Non, pas évident. Certainement pas. Pépé a donné un cas tout à l'heure, c'est celui qui a un enfant mais qui n'a pas voulu reconnaître. Bon, on est encore dans un autre tableau, parce que là, lui, il a refusé, il n'a jamais voulu assumer. Quand la mère expliquera à l'enfant que ton vrai père c'est elle, mais il n'a jamais voulu, est-ce que l'enfant voudra reconnaître celui-là comme père? Vous voyez, donc ce sera vraiment au cas par cas, ce qui est constant. Peut-être si, on ne sait jamais, si ce père qui n'a pas voulu reconnaître, il a eu les moyens, il a amassé assez de biens et que l'enfant l'oriente peut-être son héritage, il peut décider d'accepter. Est-ce que dans ces cas-là, son retour est possible dans la famille? Tout est possible. Ce que j'allais dire du point de vue juridique, c'est que retenons, quels que soient les schémas, quelles que soient les situations, lorsque l'enfant apprend finalement que ton vrai père c'est tel, il a le droit de décider de porter le nom de ce vrai père. Tout comme il a le droit de dire, non, en fait, reconnaître le père c'est une chose, vouloir porter son nom c'en est une autre encore. Donc il peut dire je le reconnais comme père, mais en même temps je garde le nom de celui qui m'a élevé, avec qui j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas changer d'identité, mais d'accord, je reconnais qu'il est mon père. C'est un schéma. Le vrai père le reconnaît, la reconnaissance est une chose. Vouloir la suite ou aller au-delà, c'en est une autre. Ouais, maintenant, dans l'hypothèse, lui dit je veux reconnaître le père, je veux porter le nom du père. Ou bien le père dit je reconnais l'enfant, je veux qu'il porte désormais mon nom. Là, nous sommes sur un tableau. Alors, si l'enfant est d'accord pour porter le nom du père, avec toutes les conséquences que cela implique, je vous ai dit, il va falloir changer de nom à l'état civil. Il va falloir donc revoir tous ses diplômes sur tout le parcours. S'il accepte et intègre tous ces changements et il est prêt à assumer, c'est à lui de prendre le devant des actions et d'avoir les résultats recherchés, de faire toutes les formalités subséquentes. Il y a Pépé qui a évoqué un cas tout à l'heure. Il dit parfois c'est la famille qui ne veut pas que cet homme soit le mari de leur fille, par exemple. Le géniteur, il sait qu'il a eu une aventure avec la dame. Il sait peut-être même que cet enfant, peut-être que la ressemblance, elle est flagrante, et il sait que cet enfant est mon enfant, mais la dame dit ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de l'autre. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Dans ces circonstances, le père, ou celui qui estime qu'il est le père de l'enfant porté par cette dame, il fait une action en paternité, une action en revendication de paternité pour dire, moi, cet enfant, je crois que c'est le mien. Le tribunal saisi va les recevoir. On va appeler la dame, la mère et l'enfant vont venir. Et le tribunal recommande souvent ce qu'on appelle un test de paternité. Un test. On prend le sang du père, on prend le sang du fils et on fait les analyses au laboratoire pour établir que de façon formelle et en général c'est 99,99% le résultat en général. Mais si entre-temps celui qui réclame n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Le test aujourd'hui, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, rassurez-vous. Au Bénin, ici, avec quelques centaines de mille, c'est fait. C'est fait. Et pour un enfant, si vous voulez vraiment votre enfant, je ne sais pas s'il y a un coup pour ça. Vous pouvez décider bien sûr de le faire. Supporter. N'est-ce pas? Mais il y a un autre aspect de la chose, Pépé, Hamzat. Peut-être que les deux pères en conflit au sujet de cet enfant ne disent pas grand-chose, mais les familles autour se disent tu ne peux pas être de telle famille et décider du jour au lendemain d'appartenir à telle autre. C'est comme un affront. Si c'est une famille, une grande famille connue avec tant de notoriété, et puis l'enfant décide désormais de changer de nom et de porter le nom de l'autre famille, non moins grande, ça devient un conflit entre collectivités. Dans ce cas-là, le risque est plus grand pour l'enfant. Comment gérer une telle situation? Oui, bon, on a dit que l'enfant est déjà adulte. Donc c'est à lui de savoir comment s'y prendre. Je donne un exemple. C'est un journaliste ou bien c'est un homme politique que l'on connaît tel quel. Son nom, tout le monde sait. C'est un homme public. Un homme public ou une femme du public. Et puis voilà, il décide du jour au lendemain parce qu'on lui a dit oui, ce n'est pas ton vrai père et lui-même décide de changer. Dans ces conditions-là, est-ce que la famille, c'est-à-dire la famille première dont il portait le nom, ne va pas se sentir humilié publiquement du moment où le gars décide ou bien la dame décide d'aller donc de porter désormais le patronyme de l'autre famille? Bon, moi, je ne sais pas si là il y a humiliation parce que bon, si la maman dit que bon, ça, toi, ce n'est pas ton fils, bon,
Vous vous retrouvez justement dans la position du père qui veut laisser faire, mais autour de vous, il y a les autres membres de la famille qui ne sont pas d'accord. Bon, ce qu'il y a, c'est pas... Au fond, c'est les plus concernés. C'est ça, qui devraient réagir. Voilà, qui devraient réagir. D'accord. Mais est-ce qu'il peut arriver, maître, que celui qui se sent cocu, il a été cocufié, lui se dit maintenant, bon, je demande réparation parce que l'enfant ne veut plus de moi, je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il soit grand. Est-ce qu'il peut demander réparation et l'obtenir de la part de l'enfant? De l'enfant, certainement pas, mais de la mère, oui. De l'enfant, certainement pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'est pas coupable. Il a vécu la vie que la mère a voulu qu'il ait. Ouais. Le père, ou ce supposé père, n'est pas coupable. Il a dû faire face à ce qu'on lui a donné. Alors, s'il estime qu'il a investi, qu'il veut réparation, il peut demander légitimement. Mais ce ne sera pas au fils. C'est la mère qui lui aura causé du tort. Mais si la mère n'a pas les moyens et que c'est la condition pour lui concéder le changement de son identité, de son nom. Ça ne se vend pas. Je vous dis qu'il soit d'accord ou pas, si l'enfant veut changer de nom, qu'il a établi que son vrai père existe et que le lien entre le vrai père et lui est fait, même si le père supposé ne veut pas, eh bien si l'enfant est majeur, le demande, le tribunal en général fera droit. D'accord, très bien. Nous sommes déjà en direct avec professeur Rogatien Segla. Bonjour, professeur, vous êtes psychologue. Je m'appelle Rogatien Segla. Oui, voilà. Vous êtes psychologue. Nous parlons aujourd'hui de la... Très bien, psychologue clinicien, votre profil est très adapté. Nous parlons de la découverte du vrai père à l'âge adulte. Quand on annonce une nouvelle pareille à un enfant, qu'est-ce qui se passe à son niveau? Comment reçoit-il d'abord, au plan psychologique, cette information? Voilà, je crois qu'il faut fouiller un peu l'environnement de l'enfant avant de savoir comment il a reçu l'information. Et qu'est-ce qui se passe quand il a reçu l'information? C'est-à-dire, par quel processus est-il arrivé à la découverte à l'âge adulte? Il y a tout ça là qu'il faut mettre au point d'abord. D'accord. Donc, si on fouille de ce côté-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, soit c'est l'enfant même qui a cherché à connaître son père parce qu'on ne lui avait pas révélé cela auparavant, ou bien alors c'est peut-être un enfant adopté et qui est resté avec les parents qui l'ont élevé comme leur propre enfant, mais dans l'entourage de la famille d'adoption, certains ont chuchoté, il a dû entendre chuchoter que ce ne sont pas ses vrais parents. Voyez-vous. Et à partir de là, il commence à s'inquiéter, à se demander un certain nombre de choses, à se demander mais qui est vraiment son véritable père. Donc à l'adolescence, ça peut devenir un choc pour lui. C'est une sorte de traumatisme. D'accord. Mais si c'est qu'on lui avait caché le père auparavant et qu'il découvre ça spontanément, le choc est encore plus important que si c'est progressivement qu'il arrivait à découvrir la vérité. Et justement, parlant de choc, nous voulons mieux comprendre quel type de choc l'enfant peut-il ressentir quand il apprend cette nouvelle à l'âge adulte? Il apprend à l'âge adulte, bon, ben, ça, je vous ai dit, ou bien même à l'adolescence, oui. C'est comme ça dans lequel il a reçu l'information. Oui. Donc, si l'information s'insinue progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à la découverte, bon, le choc peut être amorti. C'est une sorte de traumatisme, quoi. Oui. L'enfant peut être traumatisé, mais le traumatisme est amorti parce que ce n'est pas une révélation brutale. C'est quand c'est brutal que le traumatisme devient vraiment important. C'est ça. Donc, dans ces conditions, au cas où deux pères seraient en train de disputer revendiquer la paternité. Oui, et que le géniteur, il se porte vers l'enfant pour lui dire, en réalité, c'est moi qui suis ton vrai père. Dans ces conditions, l'enfant, il se sent comment? Perdu ou bien il banalise cela? Non, il ne peut pas banaliser, il se sent un peu tiraillé entre le lien du père véritable et du faux père. Il va se sentir un peu tiraillé.
D'accord. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le fait que l'on n'ait pas révélé à un enfant la vraie identité de son père. Alors, pour la lui révéler finalement, afin qu'il n'y ait pas un choc psychologique comme vous êtes en train de le décrire, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour épargner à cet enfant les chocs psychologiques, les traumatismes dont vous parliez? Oui, mais est-ce que c'est un enfant issu de donation de sperme? Ouais, vaut mieux qu'on ne peut pas lui dire tout de suite très tôt comment il est né. Donc c'est progressivement, quand il a l'âge de raison, qu'on peut commencer à lui parler progressivement du fait que c'est un enfant de l'amour des parents, mais que ses parents l'aiment beaucoup, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de lui donner naissance naturellement. Ouais, donc on peut commencer par lui parler dès l'âge de 6-7 ans. D'accord. Oui. On lui parle progressivement, on lui dit... Ça, c'est un enfant d'un donneur don de sperme, on peut le faire. Maintenant, quelque chose se passe chez nous aussi sur le plan de la tradition. Le vrai père peut être impuissant et dans la famille, il y a un secret familial qu'on peut garder et c'est l'un des membres de la famille qui sera son père géniteur. Dans ce cas-là, donc je crois que les parents s'entourent de précautions pour lui révéler la vérité parce que si c'est après, il peut être aussi violemment choqué s'il sait que son vrai père est impuissant et que c'est un autre membre de la famille qui est son véritable père. Donc les parents essayent quand même de jouer la carte qu'il faut pour le secret de famille. D'accord. Oui, mais... Dans ce cas-là, la révélation est moins choquante et moins violente. Mais, professeur Segla, moi j'aimerais bien savoir, quelle est l'utilité finalement de révéler à l'adulte son vrai père après toutes ces années? Oui, le père tient une place très importante dans la construction de la personnalité d'un individu. C'est un pilier important. C'est un peu comme le foyer qui doit rester sur trois pierres. Oui. Vous avez le père, la mère et l'enfant. Donc s'il manque un de ces éléments, il y a des équilibres au niveau de l'équilibre psychologique de l'individu. Mais si ce manque est substitué, oui. Normalement, mais sur le plan psychologique, il peut y avoir une petite défaillance. Voilà. Mais si ce manque a été remplacé par le père adoptif ou qui assure... Donc s'il y a un substitut du père, écoutez, l'individu, on dit souvent que bon sang ne mange jamais. L'individu peut lui-même se rendre compte qu'il n'y a pas une affinité très fine avec le père, voyez-vous. Donc, de fil en aiguille, le voisinage peut aussi lui révéler que, tiens, oui, c'est ton père, etc., mais il y a quand même anguille sous roche. Donc, souvent, c'est le voisinage qui crée la rumeur. Oui, qui crée la panique, quoi. Oui, d'accord. Merci beaucoup, professeur Rogatien Segla. Je vous en prie. Et très bonne journée à vous. Ouais. Voilà, Pépé, nous revenons dans ce studio. On a entendu le professeur Rogatien Segla parler du choc, des traumatismes que peut subir l'enfant qui découvre que son père n'est en réalité pas son père. Alors, dans notre tradition, est-ce qu'il y a aussi des mécanismes pour amener l'enfant à accepter et à reconnaître cette vérité qu'on lui sert à l'âge adulte? Oui, il y a des mécanismes. Je pense que c'est comme l'a dit le psychologue tout à l'heure. Il faut un professionnel, n'est-ce pas, pour amener l'enfant à reconnaître, ou bien même dans la famille, n'est-ce pas, pouvoir trouver des gens qui pourraient, n'est-ce pas, travailler l'enfant en question. Vous voyez, l'exemple là, moi j'ai un exemple où la fille, elle a quitté le papa déjà à l'âge de 7 ans. Et elle est restée comme ça avec la maman jusqu'à l'âge adulte. Et un beau jour, on lui dit, son papa
va revenir. Parce qu'ils se sont connus, les parents se sont connus à l'extérieur, ils ont fait des enfants à l'extérieur. Bon, et bon, peut-être qu'après, il y avait des difficultés, la maman est rentrée. Bon, et les deux, bon, peut-être qu'ils ne s'entendaient plus. Ouais. Donc la maman est rentrée avec 5 enfants du même type. Bon. Celle dont je parle, elle était l'avant-dernière. Elle avait 7 ans au moment où les choses se passaient. Et ils sont revenus au Bénin. Bon. Et elle avait déjà 22, 23 ans quand on lui dit que son papa va revenir. Va venir. Entre-temps, sa maman s'est remariée? Non, elle ne s'est pas remariée. Okay. Parce que, elle avait déjà 5 enfants. Ouais. Il y avait déjà 2 d'un autre homme avant de poser celui-ci. Donc, elle se débrouillait, vaille que vaille, comme ça. Bon. Et on lui dit, son papa va venir. Elle était à l'école avec ses camarades. Elle était triste quand les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Donc, elle ne voulait pas dire. Bon, en fin de compte, elle a été obligée de dire, c'est depuis 7 ans que j'avais 7 ans quand j'ai connu mon papa. Bon, on s'est déjà quittés depuis là. Bon, je ne peux même plus le reconnaître. Maintenant, on me dit qu'il vient, etc. Bon, je ne sais pas comment. Est-ce que je vais l'appeler papa? Je vais l'appeler tonton? Comment? Alors, donc, c'était un problème pour elle. Ouais. Oui. Mais avec l'apport des spécialistes, on a pu lui réintégrer. C'est son même vrai pas père. Les spécialistes, c'est avec les parents. Les parents, oui. Oui, on a pu lui dire, c'est ton père qui vient, etc. Bon, il faut. Bon, donc le papa est arrivé. Je pense que dans un cas comme ça, le monsieur aurait bien fait d'appeler de temps en temps, au moins ses enfants au pays, du moment où il a coupé tous les ponts. Les enfants existent quand même et portent son nom. Tout. Allez, Roch Aurélie Akouenou. Oui. L'autre partie de ce débat, ce sont les messages. Ce sont les messages de nos amis téléspectateurs. Nous en avons reçu un qui dit ceci. Tout enfant a le droit de connaître son vrai père. Chaque maman a le devoir moral et divin de montrer à chaque enfant son vrai père. Malheureusement, certaines situations irresponsables des mamans poussent ces dernières à cacher la vérité à leurs enfants. L'inceste, l'infidélité, la gourmandise, les yeux plus gros que le cœur, l'égoïsme, le dévergondage, l'inconscience et l'inconscience d'un jeune garçon qui n'a pas pu maîtriser sa libido à un moment donné de sa vie, l'absence de morale ou de la crainte de Dieu. Ne peut pas vite annoncer, ne pas vite annoncer à un enfant que son père n'est pas son père est un crime contre nature qui, bien souvent, se manifeste par des échecs répétés dans tout ce que cet enfant entreprend. Même devenu adulte, rien ne lui réussit au point où s'il ne fait pas attention, s'il frotte 1000 allumettes près d'une bassine d'essence, cela ne prendra pas feu. Tout ce qu'il fait produit des résultats contraires, car il n'est pas en phase avec les lois de la nature. En pareille circonstance, le malheureux doit retourner voir sa maman pour lui demander de lui montrer son vrai géniteur. Les anciens se concertent et font le jeu, et généralement, les choses deviennent normales dans sa vie. Le bon sens et la gratitude voudraient qu'en découvrant son vrai père à l'âge adulte, qu'un enfant puisse accepter le nouveau vrai papa, sans toutefois renier, ni rejeter, ni quitter le faux papa qui l'a élevé et qui a investi dans son éducation. Le vrai papa n'est pas forcément biologique, c'est un instinct animal. Le vrai papa, c'est celui qui vous a élevé et vous a éduqué. Si l'enfant, après avoir retrouvé son vrai père, n'a pas abandonné le faux papa au-delà des dispositions légales, ce dernier pourrait lui accorder une part d'héritage. Il n'a pas forcément besoin de changer de patronyme. Il pourrait, par gratitude, continuer de signer le nom du faux papa qui a fait de lui le grand cadre qu'il est aujourd'hui.
Voilà un peu le seul message que nous avons eu pour le compte d'aujourd'hui. Tout à fait, un message assez long et très enrichissant qui a évoqué le sujet sous plusieurs angles. On n'a pas évoqué cette cause-là, l'inceste, comme l'une des causes, parce que c'est honteux. On ne peut pas révéler à l'enfant qu'il est le fruit d'un amour interdit, de l'inceste entre deux frères, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, il faut tout faire pour éviter ce genre de choses. Mais la partie qui m'intéresse surtout, c'est qu'on dit... le dernier paragraphe, je suppose. Non, pas le dernier paragraphe. Pas le dernier paragraphe. Lorsque vous n'acceptez pas votre père biologique, votre géniteur, c'est comme si rien ne vous sourit dans la vie. Mais si, entre-temps, ce père-là, il a été inconscient, soit peut-être il a demandé à votre mère d'avorter la grossesse et votre mère s'est opposée, vous a élevé seul, vous êtes devenu un grand quelqu'un aujourd'hui et puis il fait tout pour que vous l'acceptiez au point de changer votre identité et que vous vous opposez. Est-ce que dans ces conditions, ça peut effectivement agir lorsqu'il va proférer peut-être des malédictions sur l'enfant? Nous serions sur un autre terrain avec cette situation parce que là, on est plus dans le rationnel. À mon avis, si vous voulez mon avis personnel sur le sujet, c'est vraiment tout, comme je dis, au cas par cas. Mais à mon humble avis, le père qui n'a lui-même pas déjà reconnu l'enfant, qui n'a pas assumé sa place de père, qui n'a pas joué le rôle de père, qui attend de voir l'enfant se réaliser pour vouloir devenir le père, excusez-moi, je ne sais pas si la nature bénira ces malédictions ou ces revendications. À mon humble avis, l'enfant décidera librement et souverainement ce qu'il veut avoir comme relation avec ce père. Mais là, si je peux me permettre le conseil, si j'étais à la place d'un enfant comme ça, je considérerais que par-delà le père qui n'a jamais été le père, j'ai au moins un être humain en face. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai pour lui. Non pas en tant que père, mais en tant qu'être humain simplement. Et la nature encore en ce moment-là, je pense, demandera à ce père les comptes que moi je ne lui aurais pas demandé. Tout à fait. Parce que la nature a des règles. Voilà. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, ça passe très vite. Pépé Hamzat Maliki Tidjani, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin en 30 secondes. Oui. Ce que je voudrais conseiller, c'est que nous arrivions à assumer nos responsabilités. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions, quand cela arrive, d'abord, il ne faut pas que cela arrive. Quand on n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de porter la responsabilité, il vaut mieux les éviter. Bon, mais si cela arrive, il faut pouvoir accepter. Et que souvent, ce n'est pas les enfants ou bien l'homme qui refuse une grossesse en ce moment, mais c'est les parents. Ils disent non. Pour des raisons de classe sociale. Voilà. Telle personne, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait avoir d'enfants pour toi, etc. Je connais un cas comme ça où, bon, les cas sont le temps nous presse malheureusement. Donc il faut pouvoir, n'est-ce pas, assumer. Et que les mamans puissent dire, bon, effectivement, voilà. Déjà tout au début. Nous allons aussi accorder 30 secondes à Maître Rongwedji pour son mot de fin. Le débat est intéressant et puis c'est vraiment l'âge. 30 minutes pour votre mot de fin. Je dirais simplement que quand on regarde les conséquences que peuvent avoir dans la vie d'un être humain, ces bouleversements qui pour moi sont radicaux et majeurs, eh bien, il faut juste en appeler, comme l'a dit Pépé, au sens de responsabilité, aussi bien de la mère que du géniteur, pour que, autant que faire se peut, un être humain, un enfant dans sa vie ne soit confronté à cette réalité qui, quoi qu'on dise, si elle existe, dans la vie d'un être humain, forcément, le désorganise complètement. Absolument. Merci infiniment à vous, Maître Raoul Rongwedji. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau béninois. Merci d'être passé dans cette émission. Pépé Maliki Hamzat Tidjani, personne troisième âge, merci beaucoup.